avant de passer la parole à Charles Gardou, qui va intervenir pour sa part au micro. En fait, je vais reprendre un petit peu les propos de M. Gélès, parce qu'il m'a un peu devancé sur ce que j'avais pu imaginer. Passer en relais, c'est vrai que le département d'Eure-et-Loir est un département un peu pilote du point de vue de l'inclusion, surtout de l'inclusion scolaire. Mais pour autant, l'objet au départ de notre travail d'approfondissement et de la mise en place du colloque, c'était d'élargir le débat et sortir un petit peu de l'inclusion scolaire, même si on est convaincu que ça commence là, l'inclusion, parce que plutôt elle est intégrée dans l'esprit de la société par rapport aux gamins qui sont en classe, plus facilement on pourra aussi continuer à investir sur cette question de l'inclusion. Je veux dire, il me semblait que l'inclusion, l'inclusion, je crois que ça ne se décrète pas. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de textes législatifs. Enfin, 2005 quand même, ça remonte quand même à quelques années avant d'arriver à une démarche inclusive. Et qu'effectivement, pour reprendre un peu ce que vous disiez, Monsieur Gélès, c'est vrai que, et puis peut-être pour aller dans le sens de ce qu'a pu nous dire Marcel Gégère, une société inclusive, c'est un pléonasme, quoi, quelque part, puisque faire société, c'est justement éviter l'exclusion, a priori. Enfin, je résume très rapidement ce qu'on a pu échanger un jour avec Marcel, mais je pense qu'il a raison. Et qu'effectivement, c'est comment on fait société ensemble, comment on permet à tout le monde d'être partie prenante. Et c'est aussi pour ça qu'au-delà des professionnels qui peuvent être réunis aujourd'hui, il nous semblait important d'avoir effectivement une partie d'expertise avec Charles Gardou, avec Marcel Gégère, mais aussi des témoignages de résidents, des témoignages de personnes en situation de handicap et des témoignages de parents et de familles d'enfants ou de jeunes ou d'adultes qui sont en situation de handicap. Ça nous paraissait extrêmement important. Donc, je reprendrai tout à l'heure, après l'intervention de Charles Gardou, sur la continuité de la journée, mais vous avez le détail dans vos pochettes. Voilà, j'espère que vous serez vraiment dans une liberté de parole pour pouvoir aussi intervenir quand il le faudra et de votre place, avec tout le respect qu'on se doit les uns aux autres, quoi. Voilà, je vous remercie. C'est vrai que je m'étais dit que j'allais présenter Charles Gardou, enfin il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, en dehors du fait qu'effectivement c'est un universitaire de renom qui est attaché aux universités de Lyon, Lumière 2, c'est ça. Voilà, et entre autres qui a beaucoup écrit sur la question de la vulnérabilité et de la différence, etc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà. Voilà, je vais peut-être enlever ceci, on s'entend mieux. Voilà, donc c'est vous dire que c'est d'abord un plaisir et un honneur d'être ici à Luizan pour ce séminaire de l'AFCASA qui promeut depuis 18 ans, avez-vous dit, donc la formation dans le secteur social, sanitaire, médico-social, l'éducation, l'animation, les collectivités territoriales. Alors merci Monsieur le maire de nous accueillir dans votre commune. Merci Monsieur les présidents. Et donc un merci particulier à Guy Morand et à son équipe de la confiance qu'ils m'ont témoignée en m'invitant à donner cette conférence. Alors je suis heureux d'y retrouver Marcel Gégère, qui ouvrira avec vous l'après-midi. Alors au regard de la thématique de ce séminaire,
Nous sommes convenus que je consacrerai mon propos au sens profond, peut-être au sens impensé du mouvement inclusif qui interroge tous les secteurs et au premier chef celui de la formation dans lequel vous êtes particulièrement engagé avec un rôle très essentiel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors j'ai construit mon propos à partir de 3 jalons, 3 questions. Tout d'abord, quel est le contrat souscrit par notre pays et quels sont les engagements que nous avons pris? Ce sera la première partie de mon propos. Deuxième question, qu'est-ce qu'être inclusif? C'est le titre de ce séminaire. Et enfin, sur quel levier agir pour aller vers cet horizon inclusif? Alors, de manière liminaire, je me dois de préciser que si le focus est ici placé sur les situations de handicap, le mouvement inclusif, l'ambition inclusive concerne d'autres personnes dans des situations qui les rendent vulnérables dans nos sociétés. Je pense ici aux populations isolées ou nomades, aux minorités culturelles ou sexuelles, à d'autres membres de groupes défavorisés, marginalisés, discriminés ou tout simplement privés de droits humains fondamentaux. Et mes pensées vont aussi vers les personnes du grand âge. On ne peut d'ailleurs saisir ce qu'est ou devrait être le mouvement inclusif sans inscrire ces multiples formes de diversité et de fragilités humaines dans notre histoire universelle. Alors ceci étant, selon le premier rapport mondial sur le handicap qui a été publié, je crois, à New York en 2011, juin 2011, ce rapport était dû à l'OMS et à la Banque mondiale, il évalue à 15% de la population de la planète le nombre de ceux qui vivent en situation de handicap. 15%. Préalablement, nous avions coutume de dire 10%, nous étions inférieurs à la réalité. Ça représente 1 humain sur 7. C'est une manière de dire que l'impact du handicap est souvent minoré dans l'évolution des privations, notamment du plein droit à une part naturelle du patrimoine social et des biens collectifs qui le composent, dont font partie les lieux de soins, d'éducation et, on va le dire comme ça, tous les morceaux de la mosaïque sociale. Et face à cette réalité numériquement très importante, un certain évitement et des stratégies d'occultation de la réalité sont la règle. Et en dépit de divers textes, règles, engagements nationaux, internationaux, il nous faut l'admettre, même si c'est douloureux à faire, les personnes en situation de handicap continuent à des degrés divers à faire l'objet de violations de leurs droits dans toutes les parties du monde. Ils sont exposés à de multiples formes de discrimination, d'abandon, de défaut de soins et d'éducation. Et c'est vrai que l'histoire du handicap, à travers le grand récit de l'humanité, est une histoire de maltraitance. Et nous héritons de cette histoire. Alors ce sont des maltraitances passives ou actives, et nous savons encore les nombreux obstacles qui subsistent dans les vies quotidiennes de ces personnes. Elles sont toujours susceptibles d'être discriminées, de se sentir dévalorisées, peu reconnues. C'est pour cela, pour toutes ces raisons, que notre pays a souscrit un contrat, avec l'idée qu'il nous faut agir sur les représentations que nous avons des plus vulnérables d'entre nous et agir sur les conceptions, et également sur les pratiques et les politiques. Alors, premier temps, la France a donc signé, dès 2007, ratifié fin 2009, début 2010, la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, c'est le titre même, dont l'optique inclusive dont nous parlons aujourd'hui est l'essence même. Cette convention n'est pas moins que l'un des 9 principaux traités internationaux des droits humains.
et elle revêt une particularité. Les personnes en situation de handicap, par leurs organisations représentatives venues des 5 continents, ont décisivement contribué à son élaboration. Et cette implication directe des premiers concernés se répercute sur ses visées et sur ses contenus, et notamment la place conférée aux facteurs environnementaux et à des droits inconditionnels est affirmée dans cette convention sans concession. Il y a 33 articles, je crois. Je citerai l'article 19, intitulé « Autonomie de vie et inclusion dans la société », qui engage puissamment les acteurs que nous sommes. En voici l'essentiel. Les États partis à cette convention reconnaissent à toutes les personnes en situation de handicap le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres. Ils prennent des mesures efficaces, appropriées, pour faciliter leur pleine jouissance de ce droit, ainsi que leur pleine participation à la société, en veillant, je souligne ce passage, qu'elles aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence, où et avec qui elles veulent vivre, et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Qu'elles aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement, et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société, de s'y insérer, et empêcher qu'elles soient isolées ou victimes de ségrégation. Le préambule, lui, affirme que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte bien de l'interaction entre des personnes présentant des difficultés et des barrières comportementales ou environnementales qui font obstacle à leur pleine participation à la vie de la société sur la base de l'égalité avec les autres. Cette vision, mes amis, figure désormais dans nos priorités. Nous l'avons signée et nous l'avons ratifiée. Ce qui veut dire en clair qu'elle a primauté sur le droit français. C'est cela que ça veut dire. C'est un instrument juridiquement contraignant. C'est pourquoi, vous avez suivi cela, une délégation française a été auditionnée au mois d'août dernier, je crois, à Genève, par le comité dédié de l'ONU chargé de surveiller, puisque nous avons signé aussi le protocole facultatif à cette convention, chargé de surveiller l'effectivité de son application. Alors, suite à cette audition, l'ONU a rendu son verdict. Vous l'avez peut-être lu, il y a 20 pages de critiques et de recommandations, on va le dire ainsi, sans ménagement, qui concernent chacun des 33 articles de la Convention. Et ces recommandations nous poussent, et nous sommes tous concernés, à métamorphoser notre vision et notre système. Parmi les lacunes relevées à la suite de cette audition, la loi de 2005, qui met encore l'accent sur les incapacités des personnes et fait de l'institutionnalisation la norme. Ces institutions dont on parle, où résident, je crois, plus de 150 000 adultes, 20 000 à 30 000 enfants. Remettre en cause notre vision institutionnelle. Notre histoire est faite d'institutions. Et je crois qu'il ne s'agit pas de les détruire. Il s'agit certainement de les déconstruire, c'est-à-dire de revoir leur fonctionnement, leur perméabilité, leur ouverture à la cité, sur la cité. Ça, c'est un point clé. Et c'est une histoire. Et donc, c'est compliqué d'agir sur l'histoire culturelle d'un pays. Le rapport passe aussi en revue les conséquences disproportionnées de la Covid-19 sur les personnes en situation de handicap et leurs familles. Je pense qu'on est de ceux qui les avons entendus. Et les drames qui ont été vécus de familles avec des enfants très difficiles à domicile, tout cela, ça a laissé d'énormes traces.
Le comité nous dit aussi d'être plus attentif aux formes de maltraitance. Et le comité encourage, entre autres, la France à se mettre en place des mécanismes de signalement d'actes irrecevables, proposant notamment d'interdire tout processus de stérilisation et d'avortement non consenti. Et à cet égard, d'ailleurs, une circulaire du 5 juillet, issue du secrétariat d'État, déplore encore des contraceptions imposées, des stérilisations non consenties, une absence de suivi gynécologique, et aussi des freins au droit à une vie affective, sexuelle et à la parentalité. Plus globalement, notre pays est prié de mettre en œuvre une législation à la hauteur des enjeux et des politiques en conformité avec cette convention, en respectant un modèle fondé sur les droits de l'homme, non plus sur une conception médicale ou paternaliste du handicap. Alors ce rapport, il y a deux manières de le lire. Soit quand nous prenons conscience de choses qui nous dérangent, on se dit qu'elles sont exagérées, qu'elles sont abusives, qu'elles sont caricaturales. Soit nous disons, il dit des choses fortes, nous devons les entendre et nous devons nous mettre à hauteur des principes fondateurs de notre République et de la société inclusive appelée de nos vœux. Alors en effet, malgré les efforts importants qui sont dédiés à cette question des progrès, je pense au droit de vote, je pense à l'obligation de mise en accessibilité numérique et à d'autres choses encore, au budget consenti à cette question, nombre de manquements perdurent. Et ils proviennent d'un conflit entre l'intention, le discours et l'action. On ne dit pas assez clairement ce qui est visé, et l'on ne fait pas toujours ce qui est annoncé. Et c'est source de désespérance. Et je crois qu'on n'a pas encore pleinement évalué la portée inclusive de cette convention, qui est mal connue ou méconnue, et qui est parfois jugée radicale ou idéaliste. On n'a pas conscientisé comme il se devrait les évolutions qu'elle appelle en tout domaine, ni les engagements qui lui sont attachés, et les mutations culturelles, pas seulement structurelles, nécessaires. Car, je crois, mes amis, qu'il s'agit avant tout d'une affaire de culture. Dans tout secteur, le challenge à relever n'est pas simplement technique, il est culturel. Les associations, les organismes d'action médico-sociale, de formation le savent, le pressentent, mais sans toujours en mesurer l'ampleur dans ces enjeux humains, éthiques, économiques, sociaux et politiques. Alors on hésite sur le seuil de la mutation réalisée, ce qui se traduit par des inquiétudes latentes, la peur d'une insécurité surajoutée, la conscience d'une impréparation des professionnels, et c'est certainement vrai dans les fonctions qui sont les vôtres et dans bien d'autres. Alors ce mouvement inclusif qui est au cœur de la Convention, de nos engagements, c'est vrai, il nous questionne, il nous déstabilise. Et souvent, on n'en mesure pas suffisamment précisément le sens. C'est la deuxième partie de mon propos. Qu'est-ce qu'être inclusif ? Alors ça a été rappelé, et Marcel Gégère le fait comme je peux le faire, que l'adjectif inclusif qu'on utilise agit, je vais le dire comme ça, comme un exhausteur de sens. Le sens du mot société. Societas, en latin, ça renvoie à l'idée, une société, c'est quoi ? C'est une association, c'est une communauté, c'est une alliance. C'est ça, c'est une communauté humaine. Alors, le mot inclusif ne change pas le sens du mot société. Il en augmente l'intensité. Et parce que l'essence même de la société, c'est la solidarité entre des compagnons liés par des relations d'interdépendance. Aristote, d'ailleurs, définissait la cité comme une communauté réunie par un choix de vie commune. Alors ça, on est à l'opposé
d'une assemblée de propriétaires égotiques et égoïstes. Et d'ailleurs, cité, citoyen, civilisation procèdent de la même étymologie. Originellement, le citoyen, c'est celui qui jouissait du droit de vivre dans la cité, d'y exercer ses droits et ses devoirs à égalité avec les autres, et contribuer ainsi à sa mesure à forger une civilisation. Alors, partant de là, donc ce sens qui est simplement, comme j'ai dit, cet adjectif qui joue le rôle d'un exhausteur de sens du mot société, posons-nous maintenant la question, pourquoi l'utilisons si abondamment ici et maintenant? Parce que je crois qu'il procède d'un contexte aussi obscur que lumineux. Et dans ce contexte, on se rend compte qu'on a besoin d'un horizon. Un horizon défini comme une ligne imaginaire que l'on n'atteint jamais, mais qui donne l'énergie d'avancer. Une société sans horizon est en danger de s'assécher et de se déshumaniser. Et je crois qu'on désire d'autant plus cet horizon inclusif qu'on en éprouve le manque. Le manque d'un vide social à combler. Le manque d'un humanisme à réinventer. Je vais le dire encore autrement, d'une esthétique de la vie commune. Et je pense à ces paroles de Claudel dans L'Otage, une de ses pièces, où il disait « Je regarde autour de moi et il n'y a plus de société entre les hommes. » Et la même impression demeure 110 ans après, dans une société qui a tendance, nous le constatons, toutes les études du monde, à s'émietter, à se communautariser, en proie finalement au chacun chez soi et chacun pour soi. Donc le concept vient dans ce temps, et je crois qu'il vient combler ce manque. En effet, notre temps, il est contradictoire. Il prône l'égalité abondamment, c'est un des 3 mots de notre triptyque républicain, mais en même temps, on voit bien qu'il hiérarchise implicitement les vies, en jugeant leur rentabilité, leur productivité. Et nous voilà en train de nous demander à quel moment, dans quelles circonstances, certaines vies valent-elles d'être vécues ou soutenues. C'est un temps qui est encore très ambigu, parce que c'est un temps de progrès sans précédent dans le domaine scientifique, technique, de la connaissance de la vie, de l'univers, qui change nos modes de vie et qui les change profondément. En tout cas chez nous, ce n'est pas vrai sur toute la planète. Et pour autant, en dépit d'un espoir séculaire de réduction des écarts, compte tenu de ces progrès, je le formule toujours ainsi, des îlots de commodité côtoient des océans d'empêchement. Comme si on n'habitait pas le même monde. Alors, comme vous avez pu le faire, j'ai pris connaissance du dernier rapport de l'Oxfam, publié lors du forum de Davos de janvier dernier, dans les Alpes suisses. Il révèle que 10 personnes les plus riches du monde ont vu leur fortune totale augmenter d'une somme amplement suffisante pour financer le vaccin contre la Covid-19 pour tous et empêcher que des populations entières ne sombrent dans la pauvreté à cause de la pandémie. On parle, évidemment, dans notre temps aussi, très abondamment, d'accompagnement humain, de participation sociale, tandis que les plus vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, vivent souvent avec un sentiment de délaissement, de mise à l'écart, de désaffiliation, d'insécurité, dans un contexte qui se veut pourtant de plus en plus sécurisé. Temps également paradoxal, où fleurit cette notion de société inclusive, parce qu'il affirme respecter les fragilités et en même temps les marginalise. Il se perd en effet, nous le constatons, dans des idéaux de puissance et dans ce qu'une collègue, Dominique Schnapper, appelle la tentation de l'illimité. Ceux jusqu'au post ou au transhumanisme qui rêvent d'un homme zéro défaut, non augmenté dans ses capacités physiques, mentales,
qui ne reconnaît plus la maladie, le handicap, le vieillissement, la mort comme immanent à l'humain. Finalement, ce courant se met à rêver de la mort de la mort. Tant encore désarmant, qui se veut indépendant d'esprit, mais s'assujettit de plus en plus, on va le dire ainsi, à des normes souveraines qui sont mises à l'écart à grand bruit. On ne se sent jamais conforme, jamais à la norme. Une sorte de normalité à marche forcée qui produit toujours plus d'inconformes. Ce, en tout domaine. Ces exigences normatives ne cessent de croître. Et on finirait par oublier que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des copies conformes à un modèle unique reproduit en millions d'exemplaires interchangeables. On finit par omettre que l'humanité, c'est une infinité de singularités, d'inflexions, d'aspérités, de débords, de défauts, de licité. L'humanité n'est pas lisse, et que tout ça, c'est susceptible de se traduire par ce que l'on dénomme handicap. Et d'ailleurs, le handicap n'est autre qu'une de ces formes de fragilité partagée. Il n'est donc pas sur le trottoir d'à côté, mais il est au centre de la condition humaine et de la vie commune. C'est ça qui fait lien. Et ce n'est pas par ce discours qui consiste à dire « il y a des personnes différentes ». Ils seraient d'ailleurs si différents qu'ils ne peuvent pas faire communauté avec les autres. Non, différents, nous le sommes tous, parce que nous sommes cette expression-là d'une humanité infiniment diverse et également infiniment fragile. Alors c'est dans ce contexte, trop rapidement évoqué, donc traversé par des mouvements divergents, des dissensions, que l'adjectif inclusif fait l'objet de très nombreuses déclinaisons. Alors selon les pièces de la mosaïque sociale, école, entreprise, pratique, culturelle, artistique, sportive, habitat, on dit on les veut inclusifs, on les espère inclusifs. Donc ce qui nous intéresse ici pour l'action, c'est d'être au clair sur ce que l'on veut, faute de quoi on ne peut pas l'atteindre. Quand on ne sait pas où aller, on ne peut pas y aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'opposer frontalement l'adjectif inclusif à l'adjectif exclusif. Des pratiques ou des dispositifs ou une société inclusive s'opposent à des dispositifs, des structures exclusives. Et ça, au nom du caractère universel des droits de l'homme. Ce qui me conduit d'emblée à souligner un point essentiel qui constitue un des points de fragilité dans l'application de la Convention, c'est qu'on confond faire de l'inclusion et être inclusif. Et on ne parle pas de la même chose. Ça ne dessine pas les mêmes horizons anthropologiques, éthique, philosophique, ça ne dessine pas non plus les mêmes voies pour les pratiques. Car on peut faire de l'inclusion sans être inclusif. Et ici, il est important de réaliser que l'ajustement de la pensée est inséparable de celui de l'action. Pourquoi ? L'emploi de la forme nominale inclusion, mes amis, c'est beaucoup emballé. Et cet emballement, cette fièvre inclusionniste est venue dénaturer le sens du mouvement profond inclusif. L'étymologie du terme inclusion, comme son emploi dans divers champs, montre qu'il est lié à l'enfermement, à l'occlusion, à la clôture et à la réclusion. Les dictionnaires mettent en lumière la même signification. Qu'est-ce qu'une inclusion ? C'est la présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas. Voilà le sens premier étymologique du mot inclusion. Alors, ce mot inclusion est utilisé dans les domaines de l'odontologie. On parle d'une inclusion dentaire quand une dent est incarcérée dans la mâchoire osseuse, en cytologie, en métallurgie, en verrerie, quand un élément étranger est pris dans le verre,
en informatique, on va parler d'un document en inclusion. Que ce soit les emplois divers, que ce soit les dictionnaires, ils renvoient toujours à l'idée d'éléments hétérogènes ou étrangers qui n'appartiennent pas aux constituants normaux du milieu où ils sont pris et dont ils sont même susceptibles d'altérer les propriétés. Mes amis, ce mot ne fait pas sens. Ce n'est pas cela que nous voulons pour une société humaine. Je ne dis pas qu'il y ait une volonté d'enfermement stricto sensu, mais cette notion d'inclusion, elle est infiltrée par une conception qui perpétue une culture de la séparation des êtres et d'un entre-soi des mondes sociaux. Mettre dedans un élément qui, par nature hétérogène, serait dehors et se demander s'il ne va pas perturber le système où il est pris. Aussi, paraît-il alors justifié d'abandonner ce terme inclusion dans sa forme nominale, qui est pourtant sur toutes les lèvres, pour lui privilégier, pour lui préférer sa forme adjective. Parce que l'adjectif inclusif, comme je l'ai dit tout à l'heure, est intéressant en ce qu'il s'oppose directement à exclusif. Et exclusif, c'est ce qui renvoie à ce qui appartient exclusivement à quelqu'un, à l'exclusion des autres, par privilège spécial, et qui n'admet aucun partage. C'est ça, une exclusivité. Ça appartient à quelqu'un et ça n'admet aucun partage. Une société est tout sauf une exclusivité. Une exclusivité n'est pas un bien privatif. Chacun en est héritier par naissance. Il n'y a pas de propriétaire. Donc est inclusif ce qui comprend en soi et qui, à ce titre, s'oppose à toutes les exclusivités persistantes, récurrentes, plus ou moins souterraines. Mais vous et moi, on ne s'en rend souvent pas compte au quotidien, mais nous profitons d'énormément d'exclusivité. Circuler à l'aise sur un trottoir, entrer dans une salle de cinéma, une bibliothèque, et on ne s'en rend plus compte. Mais ce sont restés souvent, hélas, des exclusivités dont d'autres ne profitent pas. Alors voyez cette vision, voyez cet exhausteur de sens. Une société, c'est une alliance, c'est pas une exclusivité, c'est une coopération, c'est un patrimoine commun. Cela nous appelle à la transformer, à l'aménager dans ses structures de soins, dans ses structures d'éducation, de travail. Bref, mes amis, à amenuiser ou à supprimer toutes les formes de monopole, de préséance, de territoire protégé, de précaré, pour faire un monde commun. C'est-à-dire pour faire société, pour faire monde. Alors, accordons-nous, pour bien se comprendre, sur un principe éthique qui, à mes yeux, est déterminant. Il n'y a qu'une intériorité de naissance. Il n'y a pas d'extériorité de nature. Par naissance, on est à l'intérieur, quels que soient les aléas de cette naissance ou du cours de la vie. Chaque vivant est un maillon d'une chaîne généalogique et donc est inclus initialement de génération en génération dans la lignée humaine par son ascendance même. Pourquoi ? Parce qu'il est fils ou fille d'un humain, il fait partie de la société. C'est sa filiation qui lui inscrit sa place d'emblée de manière inconditionnelle et définitive. Il procède de la tradition humaine, à la fois biologique et culturelle. Son titre généalogique qui fonde sa légitimité a bénéficié de sa part des biens et du corpus de droit commun. Il n'est pas besoin de label pour certifier l'origine humaine, en garantir la qualité ou la conformité. Nul n'est périphérique ou surnuméraire, parce qu'il proviendrait d'un improbable ailleurs et serait voué
à attendre qu'on lui dise d'entrer, qu'on l'inclue, et éventuellement à n'occuper qu'une place dérogatoire, coupée des circuits sociaux. Personne n'est prédestiné à un évincement de la maison commune et à un cantonnement dans une pièce d'exception. Pourtant, et c'est là que l'affaire est toute culturelle, la difficulté majeure se tient ici. Elle est de désenquister, chez nous tous, parce que nous sommes tous dedans, de désenquister ce qui constitue son noyau dur. Culturellement, nous imaginons une césure entre un dedans et un dehors, un centre et une périphérie, une appartenance et une non-appartenance, un continent et des îlots, avec des processus d'accaparement du dedans. Il y aurait en périphérie des éléments exogènes qui relèveraient d'une inclusion, sous-entendu, ils ne sont pas dedans par naissance, c'est à moi à lui mettre. Et dedans, il y aurait des portiers, des vigiles, des gardiens du temple, qui seraient chargés d'accepter ou de refuser leur présence jugée problématique dans l'espace pourtant commun. De manière plus ou moins déguisée, c'est cette représentation manichéiste qui donne à certains de nos pères le sentiment d'une extériorité originelle à la famille humaine, qui ne serait pas vraiment la leur. Or, on le voit, il s'agit moins de les inclure. Ils sont déjà dedans par naissance, par nature. Il s'agit moins de les inclure que de ne pas les exproprier et les déshériter de la part dont ils sont inconditionnellement bénéficiaires. C'est ça qui doit guider la pensée et l'action. La fièvre inclusionniste en atteste. On voit bien que nombreux sont ceux que l'on dit en inclusion, ils le sont côté jardin, mais ils sont en exclusion côté cours. Chacun de nous peut d'ailleurs en faire l'expérience. On peut se trouver ou être placé dans un lieu, ça ne garantit pas d'en faire partie. On peut être mis à l'intérieur, on peut ne s'y sentir qu'une pièce rapportée sur la scène d'une société qui finalement ne nous considère pas. Et il y a pire, je crois, que d'être exclu, c'est d'être physiquement là, à l'intérieur, avec l'impression qu'on n'a rien à y faire. L'inclusion n'est alors qu'un exil à l'intérieur. Vous le savez, il y a tant de formes d'exil. Alors ce n'est donc pas une fin en soi de mettre dedans. Demandons-nous d'abord et avant tout si chacun peut accéder aux biens, aux services communs et bénéficier, c'est ce que la Convention nous rappelle, des droits fondamentaux inconditionnels. L'inclusion n'est rien sans inclusivité du milieu. Et aussi longtemps que cette question sera esquivée, l'avancée du mouvement inclusif se trouvera entravée et sa substance lui sera ôtée. Mais si vous me suivez bien, puisque on a à considérer que tout le monde est dedans, parce que nous sommes liés à l'humanité, eh bien, ça suppose d'aménager la maison et de prendre soin des habitants de cette maison, des résidents de la demeure commune. Alors ça veut dire l'aménager pour la rendre habitable, adapter les environnements, l'éducation, le travail, les soins, s'adapter aux projets, au destin, faire des aménagements équitables, des compensations créatives, des accommodements, des manières diversifiées de faire, de dire, de relier, bref. Pour que cette maison soit habitable, elle appartient à tous, on n'y revient pas. Il faut mettre en place toute une gamme de plans inclinés, pas simplement architecturaux, mais aussi éducatifs, professionnels, artistiques, culturels, et supprimer les exclusivités récurrentes qui ne sont pas une fatalité. Vous savez, Simone de Beauvoir avait cette belle phrase que je rappelle souvent,
Le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Et que ces exclusivités, on finit par ne plus les voir. Alors ce qui est premier, vous sentez, c'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est que notre société est résolument un patrimoine commun, indivise, et que nul n'a l'exclusivité sur ce patrimoine. Chacun en est héritier par naissance. Chacun a un droit égal à jouir de l'ensemble des biens sociaux. Notre savoir, notre culture, nos formations font partie de ce capital collectif. Alors, in fine, quelle est l'exigence attachée à la visée inclusive? Elle est, ce qui est premier, c'est pas de mettre dedans des gens qui initialement y sont déjà. C'est de se dire, est-ce que ce dedans est habitable? Il faut le moduler à travers des dispositifs, des dispositions, des structures, des organisations politiques, à des fins de mieux-être de chacun, quels que soient les aléas de sa naissance ou de sa vie. Mais chacun à sa mesure. Quand je dis tout le monde est dedans au départ, chacun est dedans, mais chacun a à se déployer, à faire œuvre à sa mesure. Est-ce que la demeure commune le permet? Vous voyez, on atteste souvent la réussite de l'inclusion par des statistiques. Ça, nous sommes sur le versant quantitatif. Nul ne conteste aujourd'hui que l'école accueille davantage d'enfants depuis la loi 2005, d'ailleurs qui s'est mise en œuvre pour l'école à partir de 2006. On ne le conteste pas. Mais ça ne fait pas tout à l'affaire. Et lorsque Mme Catalina de Vandas était venue une première fois en 2017 pour mesurer l'effectivité de l'application de la Convention, elle nous avait déjà rappelé alors, nous disant « Attention, le nombre d'enfants en inclusion scolaire a quantitativement progressé, mais demandez-vous si les écoles, les classes, les pédagogies, les didactiques, les temporalités, etc., sont inclusives. La vraie question, elle est là. La vraie question est là. Alors, troisième temps, et je terminerai avec celui-là, parce que je voudrais respecter... excusez-moi, vous pouvez simplement me donner un repère de temps. Jusqu'à 10h15, c'est ça? C'est bon. Alors, je voudrais terminer avec cela. Quels sont les leviers à actionner dans une société pour faire advenir, pour nous faire cheminer vers cet horizon? Alors, on ne va pas se perdre, si vous voulez, vous êtes d'accord avec ça, dans un débat. Est-ce que tout ça, ce sont des utopies, ce sont des leurres, ce sont des écrans de fumée? Non, la question ne se pose pas en ces termes. Je l'ai dit tout à l'heure, une société a besoin d'horizon. Nous avons besoin de cet horizon. Apprendre une convivence, une connivence, retrouver une complicité entre nous, quels que soient les destins, quelles que soient les blessures du corps ou de l'esprit. Et c'est vers ça qu'il nous faut aller. Évidemment, on peut dire la même chose pour le triptyque républicain, égalité, liberté, fraternité. On dit, ce sont des utopies. On peut dire ça. La démocratie dont parlaient ceux qui nous ont précédés dans l'Antiquité classique, c'est la même chose. Mais il faut bien des horizons pour cheminer vers eux. De quoi on n'a plus d'énergie. C'est le même. Donc, se perdre dans le débat, dire c'est un leurre, c'est une utopie, la société inclusive, oui, c'est très compliqué, parce que nous sommes qu'humains. Mais sur quel levier, quand même, tenter d'agir? Alors, le premier et le plus essentiel, et dans ce département pilote, vous en êtes convaincus, c'est l'éducation. C'est, j'allais dire, la première, et j'allais presque ajouter, la seule œuvre utile. Parce qu'elle permet d'atteindre, l'éducation, des évolutions culturelles qu'aucune autre voie ne permet. Comment transformer les mentalités des adultes qui forment une société face au handicap si, enfants, leur éducation les a tenus éloignés de cette réalité humaine, qu'est le handicap, la rendant étrangère à leurs yeux? Si leur éducation ne leur a pas donné à comprendre la diversité des visages qui composent l'humanité. Et je songe à ce qu'écrivait une anthropologue britannique, Mary Douglas. Elle disait « Ce que l'on sculpte dans la chair humaine, notamment par l'éducation, c'est une image de la société. » Et c'est profondément vrai. Et chaque savoir établi sur les situations de handicap trouve dans l'éducation la voie privilégiée de sa réalisation. Et en atteignant un enfant très tôt
par son intelligence, par l'expérience du côtoiement de ceux qu'il juge de prime abord étranges, on prévient les dérèglements de ses représentations, de ses comportements et plus tard de ses pratiques. En permettant de vaincre les obscurités tenaces, l'éducation marche de pair avec le déploiement de la pensée, l'évolution des pratiques professionnelles et de la société. Et elle amène, je crois, à prendre conscience que faire société, c'est composer avec ce qu'il y a de singulier, de fragile en soi et chez les autres. Et sans cet étayage, les enfants risquent de demeurer dans une acceptation passive de la mise à l'écart des non-conformes à la norme, et faute de promouvoir leur aptitude à saisir le monde tel qu'il peut être vécu par leur père en situation de handicap, ils resteront pour eux irréels, tels des figurines lointaines et figées. Sans cette capacité empathique à développer, ils appréhenderont très difficilement l'expérience avec un corps ou un esprit rebelle et le désir de s'échapper de la prison des préjugés. Et devenus adultes, ces enfants les percevront comme des personnes problèmes, voilà, on dit des personnes problèmes, des différents, vous voyez le terme revient, des intrus, si ce n'est des pages vides, où il n'y a que manque et absence, ou bien comme des héros, dans une société avide d'histoires surjouées, qui seraient simplement utiles pour donner quelques leçons de vie. Je me souviens d'une conférence nationale, il y a plusieurs années, du handicap, qui avait été ouverte par le ministre de l'Éducation d'alors, qui disait « Je suis dans une classe, il y avait un enfant affecté d'une trisomie 21, et que c'était beau, que c'était touchant, les autres lui faisaient la bise tous les matins. » Comme si cet enfant-là était pour faire une thérapie collective. Non, chaque enfant est là où il est pour apporter sa biographie originale. Et c'est le même discours, quelquefois, comment ça change dans l'entreprise. Qu'on le constate, c'est très bien. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de permettre à chacun de se réaliser. Deuxième levier, c'est une stratégie volontariste de formation. Ce n'est pas vous que j'aurai à convaincre. Cette stratégie volontariste de formation, pour agir sur ce mouvement inclusif, doit dépasser les métiers directement liés au handicap. Nul domaine ne doit y faire exception, pas davantage le soin que la justice, que le tourisme, que les loisirs, que le cadre bâti, l'urbanisme, les transports, l'entreprise, les médias et le monde politique. En tout secteur, les réponses à apporter au handicap sollicitent des savoirs et des compétences avérées. Il nous faut en être convaincus. On a trop dit dans notre culture, tout ça, ça s'apprend sur le tas, il y a des gens plus humanistes et il y a un plus grand cœur que les autres qui font ça. Non, c'est vrai, il faut cela, mais ce n'est pas suffisant. Comment agir, en effet, sur les cultures professionnelles sans leur offrir une formation tant initiale que continue? Il faudra bien, alors que l'éducation nationale se pose la question et cesse de passer au large de cette question. Est-ce que nos professeurs aujourd'hui, tels que dans l'état de la formation, sont préparés à ces questions? Je réponds non, très insuffisamment. Très insuffisamment. C'est vrai pour les personnels d'accompagnement, les AEH, les AESH, etc. Tout ça, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut attendre que les gens s'ouvrent à cette problématique difficile d'une école inclusive, puisque je prends cet exemple-là, sans les doter des moyens nécessaires? Tout savoir sur la diversité des situations de handicap est naturellement impossible, mais y être initié, formé pour en prendre la mesure et pour comprendre les situations dans un contexte et optimiser ces pratiques. La formation initiale et continue constitue donc, à mes yeux, l'outil de cohérence d'une politique d'adaptation de la société au mouvement inclusif. C'est la pierre angulaire.
parce qu'elle catalyse, elle donne un élan novateur, elle modifie en profondeur la culture, frappée du sceau de la diversité des besoins et des projets aujourd'hui. Et c'est plus une école protégée. Alors, en mettant au point les points faibles des pratiques usuelles, elle représente une force progressiste. Et elle permet aussi d'épurer le regard porté sur le handicap et de le déghettoiser pour le situer là où il doit être, c'est-à-dire dans le quotidien professionnel. Et croire pouvoir s'en passer est une erreur lourde de conséquences. Et ce que l'on constate pourtant, c'est qu'on s'en tient généralement à des actions de sensibilisation, d'information, mais que ce n'est pas pour autant des formations. La sensibilisation, c'est ce qui consiste à doter d'une sensibilité, à rendre réceptif à une question pour des personnes qui ne manifesteraient pas d'intérêt premier. L'information, ça consiste à délivrer des précisions sous forme de discours, de textes ou de supports. La formation, c'est autre chose. C'est l'idée d'une élaboration progressive, profonde, qui intègre l'objectif d'agir sur des processus de pensée, d'action et de relation. Alors, penser la formation sur le handicap oblige à aller jusque-là. Or, ce n'est pas fait. La plupart du temps, d'ailleurs, on s'en tient à des formations continues qui sont annoncées sur le catalogue et que personne ne suit. Le troisième levier, je termine par là, et j'insisterai là-dessus, c'est il n'y a pas de mouvement inclusif sans reconnaissance de l'expertise de l'intérieur, c'est-à-dire de la parole et du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. En effet, face au handicap aux 1000 visages, s'il est une possibilité de compréhension profonde, elle se trouve sur le chemin de ceux qui en font de l'expérience ou sur le chemin de leurs proches. Ce sont eux qui, selon un itinéraire que nul ne peut faire à leur place, éprouvent les résonances. Et ce savoir en première personne, cette expertise par le dedans, qui est informelle, qui est existentielle, est à même de nourrir de manière irremplaçable les savoirs de l'extérieur, plus distanciés, plus formels, plus objectivement. L'un ne va pas contre l'autre. Là aussi, c'est culturel, on oppose. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Non. Il n'y a pas que de l'expertise professionnelle, l'expertise du scientifique. Il y a aussi cette expertise-là. Et elles ne se combattent pas. Elles ne varient pas en sens inverse. Et je crois qu'il y a une forme de connaissance de la question du handicap qui nous réunit, qui ne peut s'exempter de cette intelligence insubstituable des choses de leur vie. Et c'est vrai dans le domaine de l'accessibilité, y compris architecturale. Et en ce domaine, je crois que pire que le défaut de connaissance est la croyance en un savoir surplombant qui serait appuyé sur un seul arsenal théorique hors sol. Le handicap, c'est un événement individuel, c'est vrai, mais à portée largement collective. Et il se dérobe au raisonnement purement spéculatif, à des vérités générales, à des interprétations qui sont souvent à des années-lumière du cours des vies concrètes. Et c'est vrai pour la question de l'inclusion. Faire de l'inclusion, c'est à des années-lumière de la réalité. Ce qui est attendu, c'est une société inclusive. C'est une société qui ne connaisse plus ces exclusivités dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui est attendu. C'est pas d'être mis dedans. Vous savez, ce discours qui consiste à dire qu'ils seraient mieux chez eux, ils seraient mieux dans la société. Excusez-moi, mes amis, mais de qui parle-t-on ? On parle d'une personne touchée légèrement par une difficulté sensorielle dans la zone moyenne, ou on parle d'une personne très lourdement handicapée auquel ni l'esprit ni le corps n'obéit, qu'il faut combattre, pour lequel il faut combattre la douleur à chaque minute de sa vie. De qui parle-t-on ? Il serait mieux. On n'inclut pas des personnes comme on expose du linge au soleil. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a tout ça, c'est donc une façon de vous dire que c'est inséparable d'un ancrage dans le réel et que ça prend à contre-pied les appareils scientifiques les plus assurés. Il faut accepter, et vous le faites, on essaie de tous le faire une fois pour toutes, de voir craquer des certitudes pour n'atteindre que des compréhensions prudentes et balbutiantes.
Et peut-être d'ailleurs une voie de la connaissance de l'humain n'est-elle d'ailleurs accessible qu'à partir de l'opaque de certaines situations et de ce qui les fissure. Dans leur nudité même, ces situations nous obligent à courber le front et à ne pas laisser place à la moindre suffisance intellectuelle. Je crois qu'elles invitent profondément entre une alliance entre la raison et le sensible, sans surévaluer l'une au détriment de l'autre. Parce que je crois que la sensibilité, c'est des choses que la raison ignore. Il me revient à ce propos, pour finir, une scène des Cosaques de Tolstoï, où un vieux soldat conduit en forêt de jeunes cadets russes issus de l'école militaire. Brillants officiers, ils sont bien diplômés maintenant, ils ont un savoir académique important, mais ils se montrent incapables de déchiffrer la nature et ceux qui les entourent. Et le vieux soldat qui les accompagne à ces mots leur dit « Vous êtes savants, mais vous ne savez rien. » Et je pourrais, à partir de là, évoquer à nouveau ce fossé qui sépare quelquefois des pseudo-savoirs qui donnent lieu à des politiques désajustées. Je conclus en disant que vous l'avez compris et vous le savez, le destin d'une société est d'être éternellement en chemin. Pour le dire autrement, une société, c'est un édifice qui est fait de matériaux altérables, toujours à construire, à reconstruire pierre par pierre. Et il appartient à chaque génération, avec ses propres plans, ses propres outils, matériaux, d'en parfaire l'architecture. Chacun est au monde pour contribuer à son édification. Et il nous appartient de saisir, je crois, par rapport à ce que nous disons, l'occasion que nous offre le mouvement inclusif de faire cause commune, sans espérer illusoirement l'intervention d'un architecte de génie. Il n'y en a pas. La société inclusive, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une idéologie, c'est un processus d'enfantement collectif auquel chacun est appelé à contribuer. Ça ne connaît ni limite, ni religion, ni appartenance politique, mais cependant, parce que ça concerne la cité dont parlait Aristote, la communauté humaine, c'est en soi un acte politique. Et c'est une évidence. On ne peut changer la société sans modifier la façon de la concevoir. On ne peut pas la changer sans modifier la façon de la concevoir. Et une société n'est pas privative. Elle n'est pas une exclusivité. Et rien de ce qui la compose ne peut l'être. Alors le challenge est de situer résolument dans la pensée et l'action l'impensé que constitue encore le handicap. Et le paradoxe, c'est qu'il nous faut développer une réflexion originale sur cette question, qui renvoie à la fragilité, à la diversité de la vie, mais sans la couper de l'universel. Sans jamais la couper de l'universel. Derrière cette singularité que l'on appelle handicap, niche l'universel des hommes. Et donc, faire place à cette question dans le cadre d'un entendement éclairé, afin qu'il n'y ait plus d'exclus de la pensée universelle. Alors, l'engagement individuel, collectif est donc en jeu, et on voit bien que dans un va-et-vient perpétuel, la société nous façonne, donc d'où la difficulté de modifier la culture, de la faire évoluer, et que nous la façonnons aussi. Et qu'une société évolue jour après jour grâce à ceux qui participent peu ou prou à la régénérer et à inventer ce qui est nécessaire pour demain. Qui ne sait que ce ne sont pas les rois qui font les révolutions. Merci à vous. Est-ce que j'ai tenu le temps ou est-ce que j'ai dépassé d'1 minute ? Peut-être il y a des questions, peut-être ? Je pense qu'il est possible, effectivement, d'ouvrir le débat. Je pense que c'était très, très dense ce que vous avez pu nous apporter, M. Gardou. Y a-t-il des questions dans la salle ? Pardon ? Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle ? Est-ce que...
souhaitez avoir quelques précisions apportées par M. Gardou? Il y a des doigts qui se lèvent? Non. Alors, il y a deux manières d'interpréter. Soit il y a tant de choses à dire que je n'en dirai rien. Soit je n'ose pas et il faut que quelqu'un ose avant moi. Alors, non. Ceci dit, c'est vrai que je pense que vous avez apporté beaucoup d'éléments qui sont venus sans doute asseoir aussi les convictions qu'on pouvait avoir les uns et les autres. L'importance aussi de mettre la personne en situation de handicap non pas au centre, parce que je trouve que ça serait un peu gênant, mais à côté, de faire avec, quoi. Et ça, c'est important de changer de paradigme par rapport à ça. Donc voilà. Vous voyez, par exemple, je rebondis sur votre propos. Quand on dit mettre au centre, pourquoi mettre au centre? Non, mais c'est pour ça que je retire. Non, mais je reprends, parce que moi, je l'utilise aussi, mais je m'interroge aussi sur les mots qu'on utilise. Pourquoi mettre au centre? Non, c'est l'idée que, voilà, il y a une maison commune, et chacun a sa place, à sa mesure. Évidemment, se déplacer dans cette demeure commune que constitue la société, c'est pas se déplacer à la norme. On sait très bien que quelqu'un qui a une difficulté particulière, il n'est pas à la norme telle que nous l'avons culturellement construite. Mais sans être au centre, il est dedans. Et comment on rend le lieu habitable? Et on voit bien que dans une école, je pense à une étudiante là, de master qui allait faire un stage. On leur demande un master référent handicap, des stages de 600 heures. Elle m'a dit, je suis allé dans une classe, il y avait une petite fille qui avait une difficulté d'ordre intellectuel. Et elle me disait, elle était là, mais quasiment personne parlait avec elle, interagissait avec elle. Alors, voilà, elle était là sans être là. Elle ne demandait pas d'être au centre, elle demandait d'être avec les autres. Et manifestement, ça ne se faisait pas. Alors, vous voyez, ça fait partie un peu des inclusions physiques, mais il n'y avait pas véritablement de participation à la vie. Donc, on se dit, je crois que personne n'attend d'être au centre, mais chacun attend de compter, d'être considéré, d'être pris en compte. Et d'ailleurs, ce besoin qu'on a de mots particuliers, je cite encore cette conversation, il me semble que je l'ai fait à une autre occasion, entre deux mamans qui discutaient. Et donc, une maman avait une petite fille qui allait bien, qui n'avait pas de difficulté particulière. L'autre était en situation de handicap et elles devaient entrer toutes deux à l'école primaire, en cours préparatoire. L'une disait « Oh, je suis très heureuse, elle sera scolarisée en cours préparatoire. » Vous voyez, il y a toujours une attente particulière par rapport à cette classe. Et l'autre disait « Moi, ils ont bien voulu me la prendre en inclusion scolaire, parce que cette petite fille était handicapée. » Je me dis « Mais qu'est-ce qu'on exige des gens, là? Quel est le sens de tout ça ?» Ce sont deux petites filles du même âge. L'une a été préservée par le hasard d'une naissance, d'une difficulté, l'autre non. Et la maman, sans besoin de dire, on a bien voulu me la prendre en inclusion. Et quelle faveur lui a-t-on faite? Il faut qu'elle remercie? Non, sa petite fille est scolarisée. Ça suffirait largement. Quelqu'un qui travaille, on n'a pas besoin de dire, il est en inclusion professionnelle, il a accédé à un emploi. Ça suffirait aussi. Vous voyez, il y a, je crois, si nous ne nous en rendons pas compte, et je reviens un peu à l'essence de mon propos, des mots qui disent l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je ne dis pas qu'il faut uniformiser les situations, c'est pas ça. Je ne veux pas raboter, j'ai dit tout à l'heure que l'humain c'était une infinité de diversité, mais ce sont des mots frontières qui ont l'air de dire qu'il faudrait enlever les frontières, alors qu'ils en rajoutent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà. Et je crois que c'est un peu vrai dans toute la société. C'est un peu vrai dans toute la société. Parce que c'est culturel. Je n'accuse pas, moi le premier. Je n'accuse pas, mais il y a quelque chose qui là, doit nous interroger très profondément. La maison est à tous, et nul besoin d'ajouter des frontières en disant « je te fais franchir cette frontière-là », etc. Merci. Martine Vandermeer, je suis la maman d'un adulte autiste qui a 37 ans. Je voudrais vous remercier, Monsieur Gardou, parce qu'à chaque fois que je vous entends, nous, les mamans, nous sentons moins coupables. Vous nous dites, vos enfants n'ont pas à être exclus, ils doivent être dans la société. Pendant des années, mon fils a 37 ans,
nous avons été exclus. Et nous nous sentions coupables. Nous n'étions pas comme les autres et nous ne pouvions pas être comme les autres. Dieu merci, les temps ont changé et c'est grâce à vous aussi que nous sommes beaucoup plus fiers de nos enfants. Merci infiniment. Merci à vous. J'ai l'impression de ne pas être pour grand-chose dans tout ça. Mais je comprends ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est intéressant la manière dont vous le dites. Il a été exclu. Donc ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'agit moins d'inclure que de ne pas exclure, de ne pas déshériter, de ne pas exproprier. C'est ça la question, elle se pose là. Hein. C'est bien ce mouvement, tu vois, Marcel, c'est ce mouvement-là. Hein, et c'est pas cet imaginaire-là. Cet imaginaire, il est terrible, cet imaginaire. Il est redoutable. Redoutable sur le plan de la pensée et redoutable sur le plan de l'intimité des personnes. Donner à penser à cette maman-là, dont je parlais là tout à l'heure, et ce que vous avez vécu aussi, que sa petite fille, elle est dehors, mais ils me l'ont prise en inclusion. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Quand elle rentre chez elle, parce que ce qui nous intéresse, c'est se projeter. C'est pas simplement théoriser. Hein. Et donc ça, c'est très, très signifiant. Et ce que vous avez vécu aussi, c'est dire, tant d'années, il a été exclu, il a été mis au dehors, rejeté. Hein, ouais, c'est ces mouvements-là. Et je crois que, du coup, quand on présente quelquefois des notions, le pouvoir d'agir, reconnaissance de la parole, tout ça, les mots, ils nous sont utiles, faute de quoi on ne peut pas organiser le savoir, ça je ne le conteste pas, d'ailleurs je ne fais pas d'opposition entre les mondes, mais on a besoin d'aller chercher ce savoir du dedans là, ce que vous dites, ça nous aide à penser et à agir sur le réel. Faute de quoi il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit, à des années-lumière des réalités de vie. On a une question, Charles. Une autre question, oui. Oui, bonjour. Stéphane Viel, directeur d'établissement. Alors, ce n'était pas une question, c'est un remerciement à mon tour. Un remerciement parce que nous avons la charge, nous, de donner une direction à nos équipes, que ce soit sur la formation, sur les accompagnements et autres, des équipes qui vont accompagner ensuite les personnes. Et je voulais vous remercier sur le terme d'inclusivité et non plus d'inclusion, d'avoir rappelé le sens et l'importance des mots. Parce que quand on a la charge de donner une direction, un cap à ces équipes, je pense qu'il faut utiliser les bons termes et les bons mots. Et effectivement, je me questionne beaucoup sur le sens du mot inclusion maintenant et de l'emploi que j'en fais moi-même. Donc je voulais vous remercier pour m'avoir interrogé et interpellé sur le sens de ce mot. Merci à vous. Marcel le fera mieux que moi tout à l'heure. Hein. Certainement, tu aborderas la question des institutions. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit désinstitutionnaliser, ce mot qui est d'ailleurs long à prononcer Qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce que là, on a donné à croire par des biais interprétatifs qu'il s'agirait de fermer l'ensemble des institutions? Mais dans une société, tout est institution d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire fermer les institutions? L'école est une institution. Hein, c'est ça la définition même de l'institution. Mais s'agissant des institutions qui nous intéressent, est-ce que parce qu'on aura fermé l'ensemble des institutions, on aura créé un désert, on aura un jardin à la place le lendemain matin? Est-ce que nous croyons ça? Mais pas du tout. C'est pas ça qu'il convient de faire. Se dire, les institutions sont utiles et nécessaires. Elles ont apporté le meilleur, elles ont pu aussi apporter le pire. Mais ne confondons pas institutions et les institutions totales de Kaufmann, de Foucault ou de Bassaglia. C'est autre chose. Se dire, les institutions, il faut certainement les humaniser, c'est vrai. Les ouvrir sur la cité. Travailler sur le nombre. Qu'elles accueillent, parce qu'on sait que les effets de nombre obligent à des rythmes, à des absences de reconnaissance, mais elles sont nécessaires dans une société. Comment vont faire des familles quand on dit mais cette parole abrupte qui ne correspond pas à la réalité, ils vont revenir dans leur famille. Je l'ai dit tout à l'heure, mais de quelle famille parle-t-on parfois? Des familles usées, elles-mêmes par la maladie, des séparations, des difficultés économiques, de tous ordres. Et on dit, c'est là qu'il serait le mieux? Non, c'est pas comme cela. Donc une société inclusive est une société qui module l'offre de manière à répondre à la diversité des destins.
C'est ça la question. Et dans un débat, je crois que c'était à Brest, vous savez, sur l'habitat inclusif, hein, où j'étais, une personne a dit, vous savez, moi préalablement, j'étais dans une institution et j'étais bien. Parce qu'on n'était pas très nombreux, le repas était préparé le soir, ça sentait bon la cuisine, on s'était ensemble, on jouait aux cartes, etc. Puis on m'a mis là parce qu'on dit il faut des habitats inclusifs. Il me tardait qu'une chose, c'est de partir. Mais oui, lui, ça lui convenait. Mais voilà. Donc, diversité des offres pour répondre aux diversités. Donc, la société inclusive, vue comme une sorte d'uniformisation, tous au même endroit et au même moment, c'est une vision qui ne tient pas par rapport à la réalité de l'humain. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne suppose pas de tout supprimer ici et de s'imaginer, etc. De même, l'entreprise, c'est le même cas. On dit les entreprises, si les entreprises sont inclusives, ce qu'elles ne sont pas, parce que, il y a la pression de la production, etc. Je ne méconnais pas tout ça. Il faudrait alors supprimer les EA, les entreprises adaptées. Mais vous croyez que quand on aura supprimé les entreprises qui vraiment travaillent comme les EA peuvent le faire, je prends un exemple des EA, vous pourrez parler des ESAT aussi, tous les gens des entreprises ordinaires vont être à même d'accueillir de manière inclusive, hein, adaptée sur les temporalités, les fatigabilités, ces gens-là, pas du tout. Donc il ne faut pas éradiquer tout ça d'un coup d'un seul, ça apporte beaucoup. Il faut peut-être le reconsidérer, le désenquister, comme disait Derrida, le déconstruire. Le déconstruire autrement, mais pas le détruire. Je ne crois pas. Je ne crois pas. De même qu'il nous faut oser le dire entre nous, il y a des enfants qui sont atteints de telles difficultés, à la fois physiques, mentales, psychiques, qui ne sont pas à même d'être accueillis dans une classe ordinaire. Ce n'est ni souhaité, ni souhaitable. Mais disons-le, quel est le drame de le dire? Parce qu'il faut être politiquement correct. Même l'Italie, qui a une loi forte depuis 1977, je crois, ce qu'on a appelé la loi tremblement de terre, parce qu'elle a vraiment révolutionné ce qui s'est passé à l'Italie, d'ailleurs sous le courant un peu, c'est pas le même, mais inspiré de Bassaglia. Eh bien, il y a quand même des enfants qui nécessitent, parce que c'est la réalité des vies, tout simplement. Parce que ce sont des enfants qui sont, j'étais dernièrement à l'hôpital San Salvador hier, où des enfants où la souffrance est telle, que ferait-il au milieu d'une classe? Que ferait-il au milieu d'une classe? Alors, si, il faudrait grimper les statistiques, hein, en inclusion, hein, voilà. Mais vous voyez, alors, je répète, hein, il faut qu'on ne soit pas ambigu, parce qu'on a toujours tendance à distordre ce qui est dit. Je dis que chaque fois que c'est souhaité ou souhaitable, c'est résolument ce qu'il faut faire. Mais il est des cas de figure, hélas, l'humain n'est pas avare de ces situations-là, où ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on n'est pas du côté d'une nouvelle religion fondamentaliste. Je vous remercie. Voilà. Il y a peut-être une autre question. Une autre question. Juste une chose par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je pense aussi que l'inclusion peut se faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui accueillent des enfants, effectivement, qui sont extrêmement handicapés, polyhandicapés, pour lesquels il est possible d'envisager une ouverture avec la possibilité que l'école d'à côté puisse venir dans l'institution. Bien sûr. Je pense que l'inclusion, elle doit s'inscrire dans les deux sens. Dans les deux sens, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Chaque fois en considérant les possibles, les besoins, etc. Exactement. Non, mais je pense qu'on est en accord total. Simplement, je m'autorise à dire ça mais je suis tout à fait parce que c'est souvent, ça fait partie du non-dit total, parce que ça ne doit pas se dire. Comme si on craignait de faire face au réel et de s'abuser. Non, il faut le dire, il y a aussi des situations extrêmement douloureuse et lourde, où, j'allais le dire de manière cruelle, un berceau a ressemblé à une tombe. Mais c'est trop fort. Mais ça voisine, parfois. Une dernière question, peut-être ? Alors déjà, je voulais vous remercier, parce que du coup, la vision de la société que vous nous présentez, c'est vraiment une vision de la société globale. Et
Moi, ma question, c'est aujourd'hui, on est quand même face à des discours de plus en plus élitistes, concurrentiels, en nous disant, typiquement, en fait, l'école, puisque c'est l'exemple filé qu'on a suivi, on se base sur le modèle de Condorcet, qui est quand même un modèle pour créer de l'élite. Et créer de l'élite, ça correspond pas à tout le monde. Les élites, dans une société, il peut y en avoir que quelques-unes, et ça correspond pas à une majorité de la société. Exactement la même chose pour la société, pour le modèle commercial. Aujourd'hui, on a tendance à dire, faut maximiser le profit, et donc pour ça, faire de l'élite. Et c'est vrai que c'est quand même... En fait, le discours que vous nous proposez est très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et est-ce que les deux peuvent s'accorder, ou est-ce que pour vous c'est des modèles opposés? Et en effet, vous avez raison, le modèle élitiste, il tient pas quand on prend la réalité humaine. Tout le monde n'est pas modelé dans le même moule, tout le monde peut pas devenir une forme... tout le monde n'est pas parfait, et tout le monde n'a pas vocation, même le mot perfection n'a pas trop de sens. Mais c'est vrai que c'est un discours qu'on n'entend plus, en fait, le discours que vous tenez aujourd'hui. Un discours d'une société où, en fait, on prend soin de chacun de nos membres. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'on entend, en fait. L'idée, c'est de dire, en poussant tout le monde au maximum, on atteindra une société plus libre. Et je me demandais comment est-ce qu'on articule ces deux idées. Je pense que Marcel Géry reviendra aussi volontiers. J'ai essayé de le dire, mais je suis allé beaucoup trop vite. On est dans une tension impossible. Et face à un manque. En gros, l'idée de société inclusive, c'est de démocratiser la démocratie. Et de permettre à chacun d'y participer à sa mesure. Et dans le même temps, on a une tension terrible avec un monde qui se veut de plus en plus productif, de plus en plus compétitif, jusqu'à être guerroyant. Et c'est cet écart qui crée le manque, là, sur lequel vient naître l'idée, mais une société, finalement, on y pense tous au fond de nous. C'est autre chose, une société. C'est pas simplement ça. C'est pas simplement la guerre entre des gens qui mesurent leur force. Et quelle place on pourrait faire à ceux aux petites voix, aux moins vus, aux moins performants, etc. Chaque société a son air du temps. Malheur aujourd'hui aux moins performants. Alors, comment retrouver place? C'est ça la vraie question. Et se dire que si on en parle autant, c'est un signe. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de projets que dans les premières années de crise. On s'est dit, quand on commençait à manquer d'horizon, on a beaucoup parlé de projets. On n'a jamais autant parlé de fracture sociale que lorsqu'on s'est rendu compte que le lien social se dissolvait. Il me semble qu'il y a une campagne, d'ailleurs Chirac, qui avait été faite autour de ce thème de la fracture sociale. Mais vous voyez, et le mot inclusif, qui redonne force au mot société, il vient là aussi. Mais parce que vous avez raison. On constate ça. Et d'aucuns s'affolent en disant, comme d'ailleurs ils se sont affolés avec les ordonnances de De Gaulle de 1959, en disant, mais si tout le monde va à l'école, mais qu'en sera-t-il des meilleurs? Rappelez-vous, ce qu'on appelait la démocratisation de l'école ou la massification de l'école. Et voilà. Et donc, il y a toujours ce style de réaction dans les sociétés, comment on peut protéger et comment l'élite peut se protéger. C'est une vraie question. Mais ceci n'invalide pas cela. C'est pas parce qu'on constate des inégalités partout qu'il ne faut pas parler d'égalité. C'est pas parce qu'on constate que le troisième terme, fraternité, qui est arrivé un peu plus tard dans le triptyque, que la fraternité, c'est pas notre fort aujourd'hui, c'est plutôt d'autres formes d'expression, qu'il faut cesser d'en parler. Je crois que c'est pour ça qu'on a besoin. C'est pour ça j'ai parlé tout à l'heure de risque d'assèchement. Si on n'avait pas cela. Mais je trouve que votre analyse est juste. On est dans une sorte de tension excessivement puissante. Il faut être le meilleur, quitte à bousculer un peu les autres pour le devenir, tout en appelant à une société qui fait place à tous et à chacun. On est mal. Non, ça c'était pour rire. On est bien, on est bien. Merci. On va rester sur. Merci.